En mai 1945, la structure militaire la plus puissante que l'Europe ait connue au XXe siècle a cessé d'exister du jour au lendemain. Plus de 3000 généraux et officiers supérieurs de l'armée allemande ont disparu de la circulation en moins de 2 semaines. Certains sont tombés au combat. D'autres se sont suicidés. Des centaines se sont simplement évaporés parmi les ruines du Reich, adoptant de fausses identités, traversant les frontières dans l'obscurité, embarquant vers des continents où personne ne connaissait leur nom. Aucune autre nation de l'histoire moderne n'avait perdu toute sa structure de commandement de manière aussi soudaine et aussi totale. Qu'est-il advenu des généraux du Troisième Reich? Certains généraux ont choisi le champ de bataille comme dernier poste. Ils n'ont pas attendu les tribunaux ni négocié leur reddition. Ils sont morts alors que le monde qu'ils avaient aidé à construire brûlait autour d'eux, certains au combat, d'autres pris dans le chaos d'une défaite désormais inéluctable. Walter Model était l'un des généraux les plus compétents et les plus brutaux de l'armée allemande. Maréchal depuis le 1er mars 1944, il était connu pour son tempérament explosif et sa capacité quasi surhumaine à stabiliser des fronts qui s'effondraient. Hitler l'appelait « mon meilleur maréchal défensif ». D'autres l'appelèrent simplement « le pompier du Führer », car partout où il y avait un incendie, Model l'éteignait. À la fin de la guerre, Model commandait le groupe d'armée B, encerclé dans la poche de la Ruhr, un piège géographique formé par l'avance anglo-américaine qui piégea plus de 300 000 soldats allemands dans une bande industrielle à l'est du Rhin. Ce fut le plus grand encerclement de troupes allemandes sur le front occidental de toute la guerre. À partir du 1er avril 1945, la poche de la Ruhr fut systématiquement réduite. Les villes de Duisbourg, Essen et Dortmund tombèrent les unes après les autres. Les communications internes du groupe d'armée s'effondrèrent. Model savait qu'il n'y avait pas d'issue, mais il refusa d'ordonner une reddition formelle. Il laissa ses hommes se disperser en petits groupes, dont certains tentèrent de s'infiltrer vers l'Est ou se rendirent simplement au niveau local. Le 15 avril 1945, les dernières résistances organisées du groupe d'armée B cessèrent. On estime qu'environ 317 000 soldats allemands se sont rendus dans les jours qui ont suivi, un chiffre qui a même dépassé celui de la capitulation de Stalingrad. Model ne s'est pas rendu, il ne pouvait pas le faire. Dans son esprit, un maréchal allemand ne capitulait pas devant l'ennemi. Le 21 avril 1945, dans une forêt près de Duisbourg, Walter Model s'est tiré une balle avec son arme de service et est mort sur le coup. Il avait 54 ans. Ses assistants l'ont enterré clandestinement dans la forêt pour éviter que son corps ne soit retrouvé et utilisé à des fins propagandistes. Ce n'est que des décennies plus tard que ses restes furent formellement identifiés et transférés dans un cimetière militaire à Vosnack, en Rhénanie du Nord-Westphalie. La mort de Model marqua la fin du dernier bastion de résistance significatif sur le front occidental allemand. Ernst Busch fut commandant du groupe d'armée Nord durant les derniers mois de la guerre, tentant depuis les côtes de la Baltique de réorganiser les restes d'unités qui avaient été mises en pièces par les offensives soviétiques. C'était un homme d'une discipline de fer, formé dans les camps de la Première Guerre mondiale, qui gravit les échelons du Reich avec le genre de loyauté inconditionnelle que Hitler récompensait et qui coûta la vie à des dizaines de milliers de ses subordonnés. Busch mourut le 17 juillet 1945, alors qu'il était déjà aux mains des Britanniques, pendant sa détention dans un camp de prisonniers à Aldershot, en Angleterre. La cause officielle fut une crise cardiaque. Il avait 59 ans. Il ne fut jamais jugé. Sa mort, survenue avant le début des procès de Nuremberg, lui évita d'avoir à répondre des accusations liées aux ordres qu'il avait signés pendant la retraite du front soviétique. Helmut Weidling occupe une place à part dans l'histoire de la fin du Reich. Le 24 avril 1945, alors que Berlin était presque entièrement encerclé par les forces du premier front biélorusse sous les ordres de Zhukov et du premier front ukrainien sous les ordres d'Ivan Konev, Weidling fut désigné par Hitler comme commandant de la défense de la ville. C'était une fonction qu'il décrivit lui-même plus tard comme une condamnation à mort avec les honneurs. La garnison de Berlin se composait d'unités fragmentées, de milices du Volkssturm formées d'hommes âgés et d'adolescents et de quelques éléments de la Waffen-SS. Le secteur nord de la ville était en train d'être dévoré kilomètre par kilomètre. Le Tiergarten était en feu. Le Reichstag, symbole par excellence du pouvoir en déclin, fut le théâtre de combats au corps à corps qui durèrent 2 jours.
Le 2 mai 1945, Weidling signa la capitulation officielle de la garnison de Berlin. Il fut fait prisonnier par les soviétiques et conduit directement aux interrogatoires du NK-Scindé. Un tribunal militaire soviétique le condamna à 25 ans de prison. Il mourut dans un camp de prisonniers soviétiques à Vladimir le 17 novembre 1955 à l'âge de 64 ans. Sa dépouille resta en terre soviétique pendant des décennies. Georg Hans Reinhardt fut l'un des maîtres de la guerre des chars de la Wehrmacht, présent lors de l'invasion de la Pologne en 1939, lors de la campagne de France en 1940, où ses unités franchirent la Meuse en à peine 3 jours, puis sur le front soviétique à la tête du groupe d'armée Centre. C'était un technicien brillant, capable de combiner mobilité et puissance de feu d'une manière qui surpassait la plupart de ses contemporains. Reinhardt fut capturé par les Américains en 1945 et devint l'un des 14 généraux accusés lors du procès du Haut Commandement, le 12e procès des procès de Nuremberg, qui débuta le 30 décembre 1947. Il fut condamné à 15 ans de prison pour crimes de guerre commis sur le front de l'Est, notamment pour avoir appliqué les ordres de représailles et exécution de civils dans le cadre des directives de l'opération Barbarossa. Il fut libéré en 1952 dans le cadre des révisions de grâce impulsées par le gouvernement de Konrad Adenauer. Il mourut en 1963 à Ratisbonne. Le suicide n'était pas un acte de lâcheté dans la mentalité des officiers allemands de 1945. C'était, dans de nombreux cas, la seule alternative que leur laissait la culture militaire du Reich. Pour des hommes qui avaient prêté serment d'allégeance personnelle à Hitler, non pas à l'Allemagne, ni à la Constitution, mais à l'homme. La disparition de cet homme a créé un vide éthique et psychologique que beaucoup n'ont pas su surmonter. De plus, la perspective d'une capture par les soviétiques, avec tout ce que cela impliquait, a fait du suicide une option rationnelle pour des dizaines de hauts gradés. Hans-Günther von Kluge fut l'un des généraux les plus chevronnés de l'armée allemande, commandant du groupe d'armée Centre sur le front de l'Est en 1941 et 1942, puis commandant suprême du front occidental à l'été 1944, après le débarquement allié en Normandie le 6 juin. L'histoire de Kluge est marquée par une contradiction qui le tourmenta jusqu'à la fin. Il était au courant du complot du 20 juillet 1944, l'attentat manqué contre Hitler à la tanière du Loup à Rastenburg, mais n'agit pas alors qu'il aurait pu faire la différence. Les conspirateurs comptèrent sur lui. Klaus von Stauffenberg le considérait comme un élément clé pour que la Wehrmacht du front occidental accepte le coup d'État. Kluge a hésité. Son indécision a été déterminante dans l'échec du complot. Lorsque la tentative d'assassinat échoua et que les représailles d'Hitler commencèrent, Kluge se retrouva dans une position intenable. Suspect aux yeux du Führer, associé aux conspirateurs exécutés sans avoir agi. En août 1944, lorsque le front de Normandie s'effondra et que le groupe d'armée Ouest se retrouva au bord de l'encerclement à Falaise, Hitler destitua Kluge et ordonna son retour à Berlin. Kluge savait parfaitement ce que cet appel signifiait. Le 19 août 1944, alors qu'il se rendait en Allemagne par la route, Kluge fit halte à Metz. Dans sa voiture de commandement, il avala une capsule de cyanure de potassium. Il avait 61 ans. Il avait laissé une lettre adressée à Hitler dans laquelle il l'exhortait à mettre fin à la guerre pour sauver le peuple allemand et dans laquelle il exprimait sa conviction que Hitler était un grand homme, malgré tout. Une lettre ambiguë jusqu'au bout, écrite par un homme ambigu jusqu'au bout. Le nom d'Erwin Rommel est peut-être le plus connu parmi tous les généraux allemands de la Seconde Guerre mondiale, et pas seulement en Allemagne. Commandant de l'Afrika Korps dans le désert d'Afrique du Nord depuis février 1941, Rommel s'était forgé une réputation de général audacieux, d'improvisateur brillant et d'adversaire fair-play que ses propres ennemis admiraient. Winston Churchill le décrivit devant le Parlement comme un grand général. Le maréchal Bernard Montgomery avait un portrait de Rommel accroché dans sa caravane de commandement. En Afrique du Nord, entre 1941 et 1943, Rommel a mené les forces de l'axe de la Tripolitaine jusqu'aux portes d'Alexandrie, à seulement 100 km du delta du Nil. La chute de Tobrouk en juin 1942, avec 33 000 soldats britanniques capturés en une seule journée, a marqué le point culminant de sa campagne. Hitler le promut feldmaréchal sur le champ de bataille,
à l'âge de 50 ans, faisant de lui le plus jeune général à atteindre ce grade dans l'histoire de l'armée allemande. Mais la guerre du désert touchait à sa fin. Sans le soutien logistique qui ne fut jamais tout à fait au rendez-vous, sans le carburant que les sous-marins britanniques interceptaient en Méditerranée, sans les divisions blindées dont l'Allemagne avait besoin sur le front soviétique, Rommel fut vaincu à El Alamein entre octobre et novembre 1942 par une armée britannique qui ne commettait plus les erreurs des débuts. En mai 1943, le groupe d'armées Africa capitula en Tunisie. Plus de 230 000 soldats de l'Axe furent faits prisonniers. Rommel, quant à lui, avait été évacué pour cause de maladie. Il fut transféré sur le front de Normandie en 1944, où il commanda le groupe d'armée B pour la défense de la côte atlantique. Le 17 juillet 1944, 3 jours avant l'attentat du 20 juillet, la voiture dans laquelle il voyageait fut attaquée par des chasseurs britanniques Spitfire près de Sainte-Foy-de-Montgomery en Normandie. Rommel subit de graves blessures au crâne, fractures aux tempes et à l'os pariétal, multiples contusions. Il fut hospitalisé et passa des semaines à se remettre. Il ne put donc pas participer directement au complot du 20 juillet. Mais il était en contact avec les conspirateurs. Plusieurs d'entre eux affirmèrent, sous la torture, après l'échec du complot, que Rommel était favorable à l'élimination d'Hitler, ou du moins à l'hale de la négociation d'un armistice par séparé avec les puissances occidentales. Le nom de Rommel est apparu lors des interrogatoires du RSHA, le service de sécurité du Reich. Hitler se trouvait face à un dilemme politique. Exécuter publiquement le général le plus célèbre d'Allemagne, le héros du désert, symbole de la résistance militaire aux yeux du monde, était politiquement impossible en octobre 1944. Mais le laisser en liberté n'était pas non plus une option. Le 14 octobre 1944, 2 généraux SS, Ernst Meisel et Wilhelm Burgdorf, se rendirent au domicile de Rommel à Erlingen, près d'Ulm, dans le bas de Württemberg. Il lui apportait une offre d'Hitler. Si Rommel prenait le poison qu'il lui apportait, sa famille serait protégée, son nom ne serait pas sali et il aurait droit à des funérailles nationales. S'il refusait, il serait jugé par un tribunal populaire, exécuté, et sa famille serait persécutée. Rommel avala la capsule de cyanure. Sa fille Manfred avait 15 ans lorsqu'elle vit son père lui faire ses adieux à la porte. Il mourut dans la voiture des généraux quelques minutes plus tard, sur la route menant à Ulm. Il avait 52 ans. Le communiqué officiel annonça que le maréchal Rommel était mort des suites des blessures subies lors du raid aérien de juillet. Il fut inhumé avec tous les honneurs militaires à Erlingen le 18 octobre 1944, tandis que Goebbels organisait un deuil national dans tout le Reich. Hitler envoya une couronne de fleurs. Ce n'est qu'après la guerre, lors des procès de Nuremberg et dans les témoignages des survivants, que la vérité sur le suicide forcé de Rommel fut révélée. Fedor von Bock fut l'un des grands commandants de la première période de la guerre. Il commanda le groupe d'armée Nord lors de l'invasion de la Pologne, le groupe d'armée B lors de la campagne de France, et fut l'homme qui dirigea l'offensive sur Moscou à l'automne et à l'hiver 1941, l'opération Typhon. Il se trouvait à moins de 20 km des faubourgs de Moscou avec ses unités avancées avant que la contre-attaque soviétique de l'hiver ne le contraigne à battre en retraite. Bock fut limogé par Hitler en janvier 1942 à la suite de ce retrait, et bien qu'il ait été brièvement réintégré pour commander le groupe d'armée sud lors de l'offensive estivale de 1942 vers le Caucase et la Volga, il fut à nouveau limogé en juillet de la même année. Il passa le reste de la guerre dans la réserve, au sein de ce qu'on appelait le « pool du Führer », regroupant les généraux sans affectation. Le 4 mai 1945, 3 jours après la capitulation de Berlin, von Bock roulait avec sa famille près de Kiel, dans le Schleswig-Holstein, au nord de l'Allemagne. Un avion de la Royal Air Force attaqua le convoi de véhicules dans lequel il voyageait. Bock mourut sur le coup, aux côtés de sa femme et de sa belle-fille. Il avait 64 ans. Ce fut une mort accidentelle, conséquence du chaos des derniers jours de la guerre, alors que les pilotes alliés continuaient d'attaquer tout convoi motorisé allemand qu'ils rencontrèrent sur les routes. Walter von Reichenau était mort avant même que ne commence le dernier acte de la guerre. Il fut l'un des premiers hauts gradés à mourir pendant le conflit. Le 12 janvier 1942,
Alors qu'il commandait le groupe d'armée Sud sur le front soviétique, il fut victime d'une grave crise cardiaque. Il fut évacué par avion, mais l'appareil eut un accident en vol et il mourut le 17 janvier 1942 à l'âge de 57 ans. Von Reichenau est resté dans l'histoire comme l'auteur de ce qu'on appelle l'ordre de Reichenau, du 10 octobre 1941, dans lequel il exigeait de ses troupes qu'elles comprennent que la lutte à l'Est était une guerre d'extermination de la sous-humanité judéo-bolchevique et que les soldats devaient être les porteurs d'une idée implacable du peuple. Cet ordre fut distribué à d'autres commandants d'armée, à l'initiative d'Hitler lui-même, qui le jugea excellent. Reichenau ne fut jamais jugé pour cela. Il mourut dans son lit d'hôpital avant que le monde n'ait pu lui demander des comptes. Kurt Zeitzler fut chef d'état-major général de l'armée allemande, OKH, de septembre 1942 à juillet 1944, l'une des périodes les plus sombres de la guerre pour l'Allemagne. C'est lui qui coordonna les opérations sur le front de l'Est pendant Stalingrad, pendant Koursk, pendant le recul continu qui commença en 1943. En juillet 1944, après que Hitler eut systématiquement ignoré ses conseils et que le complot du 20 juillet eut échoué, Zeitzler fit une dépression nerveuse totale. Il fut envoyé à l'hôpital puis simplement démobilisé. Il survécut à la guerre, fut brièvement détenu par les Alliés, mais ne fut pas jugé à Nuremberg. Il vécut jusqu'en 1963, date à laquelle il mourut à Hohenachau, en Bavière. Au cours de ces dernières années, il participa à la rédaction d'études militaires pour l'armée américaine dans le cadre du programme d'études militaires étrangères. La potence de Nuremberg n'a pas épargné tous ceux qui méritèrent d'y être conduits. Mais ceux qui y sont arrivés ont été confrontés à une justice qui, bien que tardive et conditionnée par des considérations géopolitiques, était sans appel. Voici les généraux et les commandants qui ont payé de leur vie devant des tribunaux officiels ou face aux conséquences cumulées de leurs propres décisions. Son surnom était un jeu de mots en allemand qui circulait même parmi ses propres collègues. Lacaitel, combinaison de lacaille, laquais et Keitel. Il était le chef de l'Oberkommando der Wehrmacht, le plus haut poste militaire opérationnel de l'armée allemande, l'homme qui signait sur le papier les ordres que Hitler dictait de vive voix. Keitel est né le 22 septembre 1882 à Elmscherode, dans la région de Brunswick. Fils d'un propriétaire terrien de la classe moyenne, il avait servi dans l'artillerie de campagne pendant la Première Guerre mondiale. Son ascension fut méthodique, sans exploits brillants sur le champ de bataille. Son véritable talent était administratif. Il était efficace, ponctuel, organisé et surtout infiniment déférent envers ses supérieurs. Lorsque Hitler prit le commandement direct des forces armées en février 1938, dissolvant le ministère de la guerre et créant l'OKW, Keitel fut choisi pour le diriger. La raison n'était pas son génie tactique, qui était limité, mais précisément sa disposition à obéir sans broncher. D'autres généraux plus compétents furent écartés parce qu'ils avaient leurs propres opinions. À ce poste, Keitel signa certains des ordres les plus criminels de la guerre. L'ordre du commissaire du 6 juin 1941, qui enjoignait aux soldats allemands d'exécuter sommairement tous les commissaires politiques soviétiques capturés, non pas simplement en tant qu'ennemis combattants, mais pour ce qu'ils étaient. Le décret Nuit et brouillard du 7 décembre 1941, qui instaura la disparition systématique des détenus dans les territoires occupés. Les personnes seraient simplement transférées en Allemagne sans aucun enregistrement, sans information à leur famille, disparues dans la nuit et le brouillard. Le 16 septembre 1941, Keitel ordonna que chaque soldat allemand attaqué à l'Est soit vengé par l'exécution de 50 à 100 communistes, notant en marge du document que « la vie humaine ne vaut rien à l'Est ». Capturé à Flensburg le 23 mai 1945 aux côtés du gouvernement provisoire de Dönitz, Keitel fut transféré au camp Ashkan à Mondorf-les-Bains, au Luxembourg, puis à la prison de Nuremberg. Il comparaît pour la première fois devant le tribunal le 22 novembre 1945. Sa défense fit valoir qu'il avait agi par obéissance au Führer, sans autonomie de décision. Le tribunal ne l'a pas cru. Le 1er octobre 1946, le tribunal militaire international l'a déclaré coupable des 4 chefs d'accusation: complot, crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité.
Le 16 octobre 1946, peu après minuit, Keitel fut conduit au gymnase de la prison de Nuremberg, où avait été installé le gibet. Le sergent-major américain John C. Woods, bourreau chargé des exécutions, procéda à la pendaison. Cependant, un grave problème technique survint. La trappe était trop petite et Keitel se cogna la tête en tombant. Au lieu de la mort rapide par fracture du cou prévue par le protocole, Keitel subit une agonie de 24 minutes de convulsions avant de mourir étranglé. Il avait 64 ans. Sa dépouille, ainsi que celle des autres exécutés cette nuit-là, fut incinérée et les cendres jetées dans l'Isar près de Munich afin d'empêcher qu'un lieu ne devienne un sanctuaire. Alfred Jodl fut le cerveau opérationnel derrière Hitler pendant toute la guerre. Chef des opérations de l'OKW d'août 1939 jusqu'à la fin, il était au sens strict le véritable stratège de la guerre, l'homme qui traduisait les impulsions stratégiques d'Hitler en ordre militaire concret. Il travaillait directement avec le Führer, l'informant 2 fois par jour de la situation sur tous les fronts. Jodl est né le 10 mai 1890 à Würzburg, en Bavière. Intelligent et méticuleux, il s'était forgé une réputation comme l'un des meilleurs techniciens de l'état-major allemand. Au cours des premières années de la guerre, il planifia l'invasion de la Norvège et la campagne de France et supervisa la coordination opérationnelle de l'invasion de l'Union soviétique. Comme Keitel, Jodl signa des ordres qui furent au cœur des chefs d'accusation retenus contre lui à Nuremberg. Mais contrairement à Keitel, Jodl avait une réelle capacité intellectuelle à reconnaître la portée de ses actes, ce qui, d'une certaine manière, aggrave sa responsabilité. Ses journaux intimes, saisis par les Alliés, contiennent des réflexions qui démontrent qu'il comprenait parfaitement les conséquences des ordres qu'il approuvait. Lors de son témoignage à Nuremberg, Jodl adopta une ligne de défense différente de celle de Keitel. Au lieu de se limiter à invoquer l'obéissance aveugle, il fit valoir que bon nombre des opérations militaires de l'Allemagne étaient légitimes au regard du droit international alors en vigueur, et que la nécessité militaire justifiait certaines des mesures prises. Le tribunal rejeta ces arguments. Le 1er octobre 1946, Jodl fut reconnu coupable de 3 des 4 chefs d'accusation. Le 16 octobre 1946, il fut pendu lors de la même séance d'exécution que Keitel. Ses cendres furent également dispersées dans l'Isar. Dans un revirement historique ultérieur, en 1953, un tribunal allemand tenta de réhabiliter Jodl à titre posthume, arguant que ses actes avaient été ceux d'un officier exécutant des ordres. La réhabilitation fut annulée judiciairement en 1960 par le tribunal administratif de Munich. Ferdinand Schörner fut le dernier maréchal à être promu à ce grade le 5 avril 1945, quelques semaines seulement avant l'effondrement total. Il était connu pour son extrême brutalité envers ses propres troupes. Il signa des ordres de fusillade visant les soldats allemands qui se retiraient sans permission, qui se séparaient de leurs unités ou qui étaient trouvés sans papier en règle. Au cours des derniers mois de la guerre, Schörner fit fusiller des centaines, voire des milliers, de ses propres hommes dans le but de maintenir par la terreur une défense qui était déjà militairement impossible. Lorsque la nouvelle de la capitulation parvint le 8 mai 1945, Schörner abandonna ses troupes du groupe d'armées centre en Tchécoslovaquie et s'enfuit à bord d'un avion léger vers l'Autriche. Son intention était de se rendre aux Américains. Il fut capturé quelques jours plus tard, près de Kufstein, et remis par la suite aux autorités soviétiques. À Moscou, il fut jugé en 1952 et condamné à 25 ans de prison. Il fut libéré en 1955 dans le cadre des accords de rapatriement des prisonniers de guerre négociés par le chancelier Adenauer avec l'URSS. Il retourna en Allemagne de l'Ouest où il fut à nouveau jugé par ses propres troupes survivantes qui portèrent des accusations de meurtre contre lui. En 1957, un tribunal allemand de Munich le condamna à 4 ans et demi de prison pour avoir ordonné l'exécution illégale de soldats allemands. Il purgea sa peine et mourut en 1973 à Munich à l'âge de 81 ans. Le procès de Nuremberg, qui débuta le 20 novembre 1945 et s'acheva le 1er octobre 1946, fut le premier procès international de l'histoire moderne. Le tribunal était composé de 4 juges principaux et de 4 suppléants, un pour chaque puissance alliée. Les procureurs en chef étaient Robert H. Jackson pour les États-Unis, Sir Hartley Shawcross pour le Royaume-Uni,
François de Menton pour la France et Roman Rudenko pour l'URSS. Parmi les accusés, 2 personnalités représentaient directement l'appareil militaire de haut rang. Wilhelm Keitel et Alfred Jodl, tous 2 exécutés comme décrit précédemment. Mais le procès a également jugé des personnalités qui, bien qu'elles ne fussent pas des généraux de l'armée de terre, représentaient le sommet du pouvoir militaire du Reich. Erich Raeder fut commandant en chef de la Kriegsmarine, la marine de guerre allemande, de 1928 à janvier 1943, 15 ans à la tête d'une marine qu'il avait lui-même reconstruite presque à partir de rien après les restrictions imposées par le traité de Versailles. C'est lui qui a planifié et mené la campagne sous-marine qui, en 1942, a failli couper les lignes d'approvisionnement transatlantique entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Raeder a été accusé à Nuremberg des chefs d'accusation 1, 2 et 3, complot, crimes contre la paix et crimes de guerre. L'accusation a démontré que la Kriegsmarine avait systématiquement violé les règles de la Haye sur la guerre navale, notamment en ce qui concerne le traitement des naufragés et le sabordage de navires neutres. Sa participation à la planification de l'invasion de la Norvège en avril 1940, qui impliquait l'attaque d'un pays neutre, a également été documentée. Le tribunal le déclara coupable des 3 chefs d'accusation et le condamna à la prison à perpétuité le 1er octobre 1946. Raeder était alors âgé de 70 ans. Il fut incarcéré à la prison de Spandau, à Berlin, aux côtés de Rudolf Hess. En 1955, il fut libéré pour raisons humanitaires, invoquant des problèmes de santé. Il rédigea ses mémoires, publiés en 2 volumes, et mourut le 6 novembre 1960 à Kiel, la ville qui avait été pendant des décennies le cœur de la marine allemande. Il avait 84 ans. Karl Dönitz fut la figure la plus paradoxale du procès de Nuremberg. C'était l'homme que Hitler avait désigné comme successeur dans son testament. C'est lui qui signa la capitulation allemande, qui dissolut le gouvernement de Flensburg le 23 mai 1945, qui organisa la transition, dans la mesure où une situation aussi chaotique pouvait être organisée, du Reich vers le vide politique de l'après-guerre. Dönitz est né le 16 septembre 1891 à Grunau, près de Berlin. C'était un officier de sous-marin formé pendant la Première Guerre mondiale, où il avait été fait prisonnier par les Britanniques en 1918. Entre 1939 et 1943, il dirigea les opérations des U-Boot depuis son quartier général de Lorient sur la côte bretonne avec une efficacité que les Britanniques reconnurent comme la menace la plus grave pour leur survie pendant toute la guerre. En février 1943, les U-Boot allemands coulèrent plus de 600 000 tonnes de navires alliés en un seul mois. Il fut promu commandant en chef de la Kriegsmarine en janvier 1943, lorsque Raeder demanda sa propre retraite après les échecs des grandes unités de surface. Et c'est Hitler qui le choisit comme successeur dans les derniers jours de sa vie. À Nuremberg, Dönitz fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Son avocat, l'amiral Otto Kranzbühler, présenta un argument inédit. Les règles de la Haye sur la guerre sous-marine avaient été violées par toutes les parties belligérantes, y compris la marine américaine dans le Pacifique. Il a présenté une déclaration de l'amiral Chester Nimitz, commandant de la flotte américaine dans le Pacifique, confirmant que les forces navales américaines avaient elles aussi pratiqué la guerre sous-marine sans restriction contre le Japon dès le premier jour de la guerre. Le tribunal en a pris note lors de la détermination de la peine. Le 1er octobre 1946, Dönitz fut reconnu coupable des chefs d'accusation 2 et 3, crimes contre la paix et crimes de guerre, et condamné à 10 ans de prison, la peine la plus légère parmi celles prononcées lors du procès principal. Il fut incarcéré à la prison de Spandau. Le 1er octobre 1956, exactement 10 ans après le verdict, Dönitz fut libéré. Il quitta Spandau à pied à l'âge de 65 ans, toujours droit, et se retira dans un petit village près de Hambourg, à Haumühl. Il écrivit ses mémoires et mena une vie modeste de retraite. Il mourut d'une crise cardiaque la nuit de Noël du 24 décembre 1980, à l'âge de 89 ans. Il fut inhumé au cimetière d'Haumühl. Plusieurs anciens de la marine assistèrent à ses funérailles en uniforme, un geste qui suscita des protestations en Allemagne. Hermann Göring était, après Hitler, l'homme le plus puissant du Reich.
Commandant en chef de la Luftwaffe, créateur de la Gestapo, ministre-président de Prusse, plénipotentiaire du plan quadriennal qui avait transformé l'économie allemande en une machine de guerre. En 1939, Hitler l'avait désigné publiquement comme son successeur en cas de décès ou d'incapacité. Göring est né le 12 janvier 1893 à Rosenheim, en Bavière. Fils d'un diplomate, il avait un talent inné pour les intrigues de palais et l'accumulation du pouvoir. Il était également morphinomane depuis qu'il avait été blessé lors du putsch de la brasserie en 1923, une addiction qui l'accompagna pendant des décennies et qui influença ses jugements militaires pendant les années critiques de la guerre. La Luftwaffe fut la fierté de Göring et son plus grand échec. Elle ne parvint pas à anéantir la RAF lors de la bataille d'Angleterre en 1940. Elle ne parvint pas à ravitailler les troupes encerclées à Stalingrad en 1942, bien qu'elle l'eût promis personnellement à Hitler. Elle ne put mettre fin aux bombardements alliés sur l'Allemagne qui, dès 1943, réduisirent des villes entières en ruine. Chaque échec l'éloignait davantage d'Hitler et de la réalité. Capturé le 7 mai 1945 par les troupes américaines en Autriche, Göring fut transféré au camp Ashkan à Mondorf-les-Bains, où les officiers américains furent stupéfaits par son état physique. Il pesait plus de 130 kilos, son teint était abîmé par des années de morphine et d'excès, et il transportait 20 000 comprimés de dihydrocodéine dans ses bagages. Il fut soumis à une cure de désintoxication forcée qui dura plusieurs semaines. À Nuremberg, Göring fut l'accusé le plus actif et le plus intelligent. Il contredit systématiquement les procureurs, réfuta de nombreux chefs d'accusation avec des arguments habiles et, à certains moments, ridiculisa les interrogateurs les moins préparés. Le tribunal ne céda pas. Il fut déclaré coupable des 4 chefs d'accusation et condamné à mort par pendaison le 1er octobre 1946. Il demanda à être exécuté par fusillade comme il convenait à un militaire. Sa demande fut rejetée. Dans la nuit du 15 octobre 1946, à quelques heures de son exécution prévue, Hermann Göring avala une capsule de cyanure de potassium. Il mourut dans sa cellule. L'origine de la capsule ne fut jamais officiellement déterminée, bien que des enquêteurs ultérieurs aient évoqué un contact avec un officier américain. Göring remporta la dernière manche face au bourreau. Rudolf Hess fut l'homme le plus proche d'Hitler pendant les années de l'ascension du parti. Il participa au putsch de la brasserie en novembre 1923, fut emprisonné avec Hitler à la forteresse de Landsberg en 1924 et c'est là qu'il aida Hitler à dicter Mein Kampf. Le 21 avril 1933, il fut nommé lieutenant du Führer. En septembre 1939, Hitler l'annonça publiquement comme son successeur désigné après Göring. Le 10 mai 1941, Hess fit quelque chose qu'aucun autre dirigeant nazi n'aurait eu l'audace ou la folie de faire. Seul, sans en informer Hitler, sans en parler à quiconque de son entourage, Hess prit un Messerschmitt Bf 110 à l'aérodrome d'Augsbourg et s'envola vers l'Écosse. Il sauta en parachute près du domaine des ducs de Hamilton, à Eaglesham, convaincu qu'il pourrait négocier une paix séparée avec la Grande-Bretagne par l'intermédiaire d'aristocrates avec lesquels il avait eu des contacts avant la guerre. Les Britanniques le firent prisonnier. Hitler, lorsqu'il l'apprit, le déclara fou et ordonna son arrestation symbolique par contumace, informant l'opinion publique allemande que Hess souffrait de hallucinations liées à des blessures de guerre. Hess passa le reste de la guerre en détention britannique où il fut interrogé dans divers établissements. Les psychiatres qui l'examinèrent débattirent pendant des décennies pour savoir s'il souffrait réellement d'un trouble ou s'il jouait simplement la comédie pour éviter d'être jugé. À Nuremberg, Hess comparait en donnant des signes d'amnésie partielle que beaucoup considérèrent comme simulés. Il fut déclaré coupable de tous les chefs d'accusation, 1 et 2, complot et crimes contre la paix, et condamné à la prison à perpétuité. Les soviétiques n'étaient pas d'accord. Selon eux, Hess méritait la mort. Hess fut incarcéré à la prison de Spandau, à Berlin, aux côtés de Raeder, Dönitz, Baldur von Schirach, Albert Speer et d'autres. Alors que les autres furent progressivement libérés, Hess resta. Les 4 puissances assuraient une garde tournante à Spandau. Les soviétiques refusèrent à plusieurs reprises d'approuver sa libération,
même lorsqu'il était déjà le seul prisonnier restant dans une prison construite pour 600 personnes et entretenue par un personnel coûteux provenant des 4 puissances. Le 17 août 1987, Rudolf Hess fut retrouvé mort dans le jardin de la prison de Spandau. Il avait 93 ans. Il avait un câble électrique autour du cou. Les autorités ont conclu qu'il s'était pendu à l'aide du fil d'une lampe. Son fils, Wolf Rüdiger Hess, n'a jamais accepté cette conclusion et a soutenu que son père avait été assassiné, bien que des enquêteurs indépendants n'aient trouvé aucune preuve étayant cette théorie. À sa mort, la prison de Spandau a été démolie. Le bâtiment a été rasé afin qu'il ne devienne pas un lieu de pèlerinage néo-nazi. Des dizaines de généraux ont été condamnés. Peu d'entre eux ont purgé l'intégralité de leur peine. La guerre froide a redéfini les priorités des vainqueurs à une vitesse telle que de nombreuses victimes sont restées sans réponse et que de nombreux coupables ont pu jouir d'une liberté que la logique de Nuremberg n'aurait jamais dû leur accorder. Erich von Manstein est considéré par de nombreux historiens militaires, y compris par des critiques alliés de l'époque, comme le général le plus doué sur le plan opérationnel de la Seconde Guerre mondiale. Son nom est indissociable des plus grands succès militaires allemands. C'est lui qui a conçu le plan d'invasion de la France en 1940, cette audacieuse percée à travers les Ardennes qui a conduit à la défaite de la France en 6 semaines. C'est lui qui a dirigé la contre-offensive de Kharkov en février et mars 1943, la plus grande opération offensive allemande de reconquête après Stalingrad, qui a stabilisé le front sud pendant plusieurs mois supplémentaires. Von Manstein est né le 24 novembre 1887 à Berlin, fils adoptif d'une famille de la haute noblesse militaire prussienne, d'où le von. Il était intelligent, aristocratique et profondément conscient de son propre génie, ce qui le mit en conflit permanent avec Hitler, qui ne tolérait pas que des généraux aient des opinions plus éclairées que les siennes. Après la guerre, Manstein fut jugé non pas à Nuremberg mais par un tribunal britannique à Hambourg en 1949. Les chefs d'accusation comprenaient la responsabilité de crimes commis par des troupes sous son commandement sur le front soviétique entre 1941 et 1944, exécution de juifs par les Einsatzgruppen opérant dans sa zone de responsabilité, traitement des prisonniers de guerre soviétiques et représailles contre des civils. Manstein a fait valoir qu'il n'avait pas donné ses ordres directement, que les unités SS n'étaient pas sous son commandement direct et qu'il s'était opposé à certaines de ses pratiques. Il fut reconnu coupable de 18 des 24 chefs d'accusation et condamné à 18 ans de prison en décembre 1949. Ce verdict suscita de vifs débats au Royaume-Uni et en Allemagne de l'Ouest. Winston Churchill, alors dans l'opposition, le critiqua ouvertement. L'ancien maréchal britannique Archibald Wavell rendit visite à Manstein en prison. Une campagne de signature recueillit des centaines de milliers de soutiens en faveur de sa libération. En 1952, après avoir subi des opérations des yeux, Manstein fut libéré pour raison de santé. Au cours des années suivantes, il devint l'un des conseillers les plus influents de la nouvelle armée allemande, la Bundeswehr, dont la doctrine opérationnelle s'inspirait directement de ses expériences et de ses écrits. Il publia ses mémoires, Victoire perdue, vers Lorenzige, en 1955, un ouvrage qui continue d'être largement étudié dans les académies militaires du monde entier. Il mourut le 9 juin 1973 à Hirschenhausen, en Bavière, à l'âge de 85 ans. Albert Kesselring fut le commandant allemand qui, pendant 22 mois, entre septembre 1943 et mai 1945, mena une défense de l'Italie qui contraignit les forces alliées, supérieures en nombre, en équipement et en soutien aérien, à avancer à un rythme moyen de moins de 2 km par jour à travers le terrain montagneux des Apennins. Kesselring est né le 30 novembre 1885 à Marktsteft, en Bavière. D'abord officier d'artillerie, il fut transféré à la Luftwaffe en 1936 et gravit les échelons jusqu'à commander des flottes aériennes entières en Pologne, en France et lors de la bataille d'Angleterre. À partir de décembre 1941, il commanda les forces de l'Axe sur le théâtre méditerranéen. En Italie, son habileté à construire des lignes défensives sur le terrain, la ligne Gustave, la ligne Gothique, et à mener des contre-attaques locales permettant de regagner des positions perdues, a frustré les Alliés pendant des années.
Le général Harold Alexander, qui commandait les forces alliées en Italie, le qualifia d'« ennemi le plus habile que nous ayons affronté ». Mais Kesselring a également signé des ordres qui ont entraîné des massacres de civils. En mars 1944, en représailles à une attaque de partisans à Rome qui a coûté la vie à 33 soldats allemands de la SS sur la Via Rasella, Kesselring a approuvé l'exécution de 335 civils romains dans les fosses ardéatines. Les hommes, dont 75 juifs, furent emmenés dans des camions, contraints de s'agenouiller par petits groupes, puis exécutés d'une balle dans la nuque. Le sang s'accumula jusqu'à 30 cm de hauteur sur le sol des grottes. Un tribunal britannique le condamna à mort pour cet ordre et d'autres similaires en mai 1947. La peine a été commuée en prison à perpétuité en 1947 et Kesselring a finalement été libéré en 1952 pour raison de santé. À sa sortie de prison, il est devenu une figure active au sein des associations d'anciens combattants allemands et dans la politique interne de l'Union chrétienne sociale en Bavière. Il est décédé le 16 juillet 1960 à Bad Nauheim à l'âge de 74 ans. Gerd von Rundstedt avait 65 ans lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata et servait dans l'armée allemande depuis la Première Guerre mondiale. Il était l'officier le plus ancien de l'armée allemande en service actif, ce qui lui conférait un statut quasi intouchable, même pour Hitler. Von Rundstedt commanda le groupe d'armée Sud lors de l'invasion de la Pologne, le groupe d'armée A lors de la campagne de France, où ses unités effectuèrent la traversée des Ardennes qui brisa le front allié, puis fut le premier commandant du groupe d'armée Sud lors de l'invasion de l'Union soviétique. Il fut destitué par Hitler en décembre 1941 pour avoir ordonné une retraite sans autorisation expresse face à la contre-attaque soviétique. Hitler le réintégra en 1942, puis le destitua à nouveau en 1944 après l'échec des tentatives visant à stopper l'avance alliée qui suivit le débarquement en Normandie. Il le réintégra pour superviser l'offensive des Ardennes en décembre 1944 et il le destitua une fois de plus en mars 1945. Capturé par les forces américaines à Bad Tölz, en Bavière, en mai 1945, Rundstedt fut arrêté mais ne fut finalement pas jugé à Nuremberg. Des accusations concernant son rôle dans la répression menée dans les pays occupés et dans l'application de l'ordre du commissaire furent portées par la Pologne. Mais Rundstedt fut exclu des procès principaux en raison de son âge avancé et de ses graves problèmes cardiaques. Il fut définitivement libéré en 1948. Il mourut le 24 février 1953 à Hanovre, à l'âge de 77 ans. Heinz Guderian est le nom le plus associé au développement de la guerre blindée moderne. Dans les années 1930, il a développé la doctrine des Panzers qui a transformé les unités de cavalerie en divisions de chars capables d'avancer de 100 km en une journée. Ces idées, auparavant ignorées par la hiérarchie militaire conservatrice, ont trouvé un écho chez Hitler et ont été mises en œuvre avec des résultats dévastateurs. Lors de la campagne de Pologne de 1939, ces unités blindées avancèrent plus vite que ne l'avait jugé possible le haut commandement lui-même. Lors de la campagne de France de 1940, c'est Guderian qui traversa la Meuse à Sedan le 13 mai. Puis, désobéissant à des ordres d'arrêt qu'il jugeait incompréhensibles, il avança vers la Manche, encerclant le groupe d'armées alliées du Nord. Lors de l'opération Barbarossa en 1941, ces Panzergruppen avancèrent de 300 km dès les premiers jours sur le front soviétique. Guderian fut démis de ses fonctions par Hitler en décembre 1941 pour avoir ordonné des retraits sur le front de Moscou sans autorisation. Il fut réintégré en 1943 en tant qu'inspecteur général des forces blindées et en juillet 1944, après l'attentat du 20 juillet, il fut nommé chef d'état-major de l'armée, OKH. À ce poste, il eut des conflits permanents avec Hitler, qu'il contredit parfois ouvertement en présence d'autres généraux, ce que très peu osaient faire. Il fut définitivement démis de ses fonctions le 28 mars 1945. Guderian fut arrêté par les forces américaines à la fin de la guerre. Il fut longuement interrogé, mais ne fut pas jugé lors des procès de Nuremberg. Les enquêteurs ont par la suite souligné que son implication dans les ordres criminels du front de l'Est était plus complexe que ne le laissaient entendre ses mémoires. Rédigé en 1950 sous le titre «
Erinnerungen eines Soldaten, souvenir d'un soldat. Guderian est décédé le 14 mai 1954 à Schwangau, en Bavière, à l'âge de 65 ans. Au moment où les tribunaux alliés ont commencé à les rechercher, beaucoup n'étaient déjà plus en Europe. Ils avaient traversé les Alpes à pied, dormi dans des granges, falsifié leurs noms et leurs professions avec l'aide de réseaux mêlant dévotion religieuse et complicité délibérée. Certains ne sont jamais revenus. D'autres ont vécu des décennies sous de nouveaux noms sur des continents qui ne leur posaient pas de questions. Certains généraux ont échappé non seulement à la justice, mais aussi à la mémoire collective, ensevelis sous le poids de crimes qui, même dans le contexte de la guerre, étaient extrêmement difficiles à justifier. Walter Rauff est l'un d'entre eux. Rauff n'était pas général de l'armée de terre, mais Standartenführer des SS, l'équivalent d'un colonel. Mais son histoire illustre les réseaux d'évasion dont certains généraux ont également fait usage. Rauff était le responsable du développement et du déploiement des camions à gaz, des véhicules dans lesquels les prisonniers étaient enfermés à l'arrière, tandis que les gaz d'échappement des moteurs étaient acheminés à l'intérieur. On estime qu'environ 97 000 personnes ont été assassinées de cette manière sur les fronts soviétiques et nord-africains. Rauff a été capturé par les Américains en 1945, mais il a réussi à s'échapper d'un camp de prisonniers en 1946. Il est arrivé en Italie en empruntant les filières d'évasion organisées en partie par le prêtre autrichien Alois Hudal, recteur du collège teutonique de Santa Maria dell'Anima à Rome, qui fournissait des lettres de recommandation et des certificats d'identité délivrés par l'Église catholique aux fugitifs cherchant à émigrer en Amérique du Sud. Rauff est arrivé au Chili en 1958 après être passé par la Syrie et l'Équateur. Au Chili, un mandat d'arrêt international émis par l'Allemagne de l'Ouest en 1962 a été rejeté par les tribunaux chiliens en 1963 qui ont estimé que les crimes étaient prescrits. Rauff a vécu ouvertement à Punta Arenas jusqu'à sa mort, le 14 mai 1984. Le cas de Reinhard Gehlen est unique. Il fut le seul officier supérieur de la Wehrmacht à passer directement du statut de commandant ennemi à celui d'employé de l'armée américaine en moins d'un an, sans aucune procédure judiciaire. Gehlen fut chef des services de renseignement sur le front oriental, Fremde Heere Ost FHO, de 1942 à 1945. À ce poste, il mit en place le réseau de renseignement le plus sophistiqué dont disposait l'Allemagne sur l'armée rouge, des agents infiltrés derrière les lignes soviétiques, l'analyse des mouvements de troupes, l'évaluation des capacités industrielles, ainsi que des cartes des installations militaires. En mai 1945, Gehlen se rendit aux forces américaines en Bavière, emportant avec lui l'intégralité des archives du FHO, microfilmées et dissimulées dans des entrepôts dans les Alpes. Son offre fut claire, des renseignements sur l'Union soviétique en échange de protection et de liberté. Les Américains acceptèrent. En 1946, Gehlen fut transféré à Fort Hunt, en Virginie, où il signa un accord de coopération avec l'armée américaine. En 1949, il retourna en Allemagne sous protection américaine pour mettre en place l'organisation Gehlen qui opérait depuis des locaux situés à Pullack, en Bavière. En 1956, lorsque l'Allemagne de l'Ouest créa le Bundesnachrichtendienst, le BND, les services secrets chargés du renseignement extérieur, Gehlen en devint le premier directeur, poste qu'il occupa jusqu'en 1968. L'organisation Gehlen a recruté plus de 4000 anciens membres des forces armées allemandes et des SS comme collaborateurs entre 1946 et 1955, financés initialement par la CIA et supervisés depuis Munich. Parmi ces agents figuraient des personnalités dont la participation à des crimes de guerre était avérée, mais qui furent protégés en raison de leur utilité opérationnelle. Gehlen est décédé le 8 juin 1979 à Berg, au bord du lac de Starnberg, en Bavière. Il avait 77 ans. Lothar Rendulic fut l'un des généraux les plus impitoyables de l'armée allemande sur le front de l'Est et sur le théâtre d'opérations scandinaves. Autrichien de naissance, il est né le 23 novembre 1887 à Wiener Neustadt. Il avait servi dans l'armée austro-hongroise pendant la Première Guerre mondiale et rejoignit la Wehrmacht après l'Anschluss de 1938. En octobre 1944,
Lors de la retraite allemande de Finlande à travers la province norvégienne du Finnmark, Randulic ordonna la destruction systématique de tout ce qui ne pouvait être emporté. Des villages entiers furent incendiés, des ponts, des routes, des installations portuaires. La population civile, environ 43 000 civils norvégiens, a été contrainte d'évacuer en plein hiver arctique. La politique de la terre brûlée qu'il a appliquée dans le Finnmark a laissé la région dévastée pendant des années. Lors du 7e procès de Nuremberg, connu sous le nom de procès des otages, l'affaire Ostage, Randulic figurait parmi les accusés. Il fut reconnu coupable en 1948 et condamné à 20 ans de prison. Cependant, en 1951, sa peine fut réduite à 10 ans et il fut libéré la même année après n'avoir purgé que 3 ans. Il mourut le 18 janvier 1971 à Graz, en Autriche. Aucun aspect de l'après-guerre n'est plus déconcertant d'un point de vue contemporain que la rapidité et l'ampleur avec lesquelles d'anciens généraux de la Wehrmacht sont devenus fondateurs, conseillers et commandants des nouvelles armées de la guerre froide. Adolf Heusinger fut chef du département des opérations de l'OKH, l'état-major de l'armée de terre, de 1940 à 1944, ce qui fit de lui l'un des principaux stratèges de la guerre sur le front soviétique. Le 20 juillet 1944, Heusinger se tenait aux côtés d'Hitler dans la tanière du Loup lorsque la bombe de von Stauffenberg explosa. Il fut projeté par l'onde de choc, mais survécut avec des blessures légères. Brièvement arrêté, soupçonné d'avoir participé au complot, il fut innocenté et continua à servir jusqu'à la fin de la guerre. Capturé par les Américains en 1945, il participa activement au programme d'études militaires étrangères de l'armée américaine, produisant des analyses sur les campagnes du front de l'Est qui devinrent des documents de référence pour la doctrine militaire américaine pendant la guerre froide. En 1950, Heusinger participa à la réunion du monastère de Imerod, convoqué par le chancelier Adenauer pour discuter de la possibilité de réarmer l'Allemagne de l'Ouest. Le rapport issu de cette réunion, le mémorandum de Imerod, établit les principes de la création de la Bundeswehr. Le 12 novembre 1955, date symbolique coïncidant avec le 200e anniversaire de la naissance de Clausewitz, Adenauer a officiellement créé la Bundeswehr. Heusinger a été nommé premier inspecteur général de la nouvelle armée allemande, le poste le plus élevé dans la chaîne de commandement des forces armées. En 1961, il fut nommé président du comité militaire de l'OTAN à Washington, le poste militaire le plus élevé au sein de l'Alliance qu'il occupa jusqu'en 1964. Il est décédé le 30 novembre 1982 à Cologne, à l'âge de 85 ans. Hans Speidel était l'officier d'état-major qui, en 1944, servit comme chef d'état-major du groupe d'armée B sous les ordres de Rommel en Normandie. Il était au courant du complot du 20 juillet et facilita les contacts de Rommel avec les conspirateurs. Il fut arrêté par la Gestapo en septembre 1944, mais réussit à survivre à l'effondrement du Reich sans être exécuté, en partie grâce à l'intervention de personnalités du monde universitaire qui intercédèrent en sa faveur. Après la guerre, Speidel participa activement au débat sur le réarmement de l'Allemagne de l'Ouest. Il fut l'un des architectes du concept de Inner Leadership, Inner Führung, doctrine visant à intégrer les valeurs démocratiques dans la nouvelle culture militaire allemande, en la distinguant explicitement de l'obéissance aveugle de l'armée impériale et du Reich. En 1957, Speidel fut nommé commandant en chef des forces terrestres de l'OTAN en Europe centrale, dont le quartier général était situé à Fontainebleau, en France, le poste le plus élevé qu'un général allemand ait occupé au sein d'une alliance multilatérale depuis la Première Guerre mondiale. Retraité en 1963, il est décédé le 28 novembre 1984 à Bad Honnef, à l'âge de 87 ans. Hasso von Manteuffel fut l'un des commandants de blindés les plus audacieux de la dernière phase de la guerre. En décembre 1944, à la tête de la 5e armée blindée lors de la bataille des Ardennes, ces unités avancèrent jusqu'au point le plus proche de la Meuse que les forces allemandes atteignirent sur le front occidental depuis 1940. Seule la résistance désespérée de la 101e division aéroportée américaine à Bastogne, la célèbre réponse du général McAuliffe, Nut, à la demande de reddition allemande,
et les conditions météorologiques qui permirent finalement l'intervention de l'aviation alliée stoppèrent à l'avance. Von Manteuffel fut capturé par les forces américaines en 1945 et jugé en 1947 par un tribunal allemand à Nice pour l'exécution d'un soldat déserteur. Il fut condamné à 18 mois de prison. Libéré, il collabora ensuite à des études tactiques pour l'armée américaine, décrivant les opérations des Ardennes avec la minutie de celui qui les avait conçues. Dans les années 1950, von Manteuffel fit son entrée dans la vie politique allemande en tant que membre du Parti libéral-démocrate, FDP, et fut élu au Bundestag en 1953, où il siégea jusqu'en 1957. Il mourut le 24 septembre 1978 à Reit im Alpbachtal, en Autriche, à l'âge de 79 ans. La défaite n'a pas eu la même signification pour tout le monde. Pour une poignée de généraux allemands, l'effondrement du Reich fut aussi celui d'une loyauté qu'ils avaient maintenue non par conviction, mais par inertie. Capturés par l'armée rouge, soumis à des mois d'interrogatoires et de rééducation politique, certains choisirent une voie que leurs camarades considéraient comme une trahison, servir le nouvel État communiste allemand construit sous supervision soviétique. Vinzenz Müller fut l'un des généraux allemands qui choisirent la voie diamétralement opposée à celle de Heusinger ou de Speidel. Capturé par les soviétiques lors de la catastrophe du groupe d'armées Centre à l'été 1944, l'opération Bagration, au cours de laquelle l'armée rouge anéantit en quelques semaines plus de 28 divisions allemandes dans le plus grand désastre militaire de l'histoire allemande, Müller fut soumis aux procédures du NK5D soviétique visant à transformer les prisonniers de haut rang en collaborateurs politiques. En Union soviétique, Müller rejoignit le Comité national pour une Allemagne libre, une organisation d'officiers allemands capturés qui faisait de la propagande appelant ses compatriotes à se rendre ou à résister à Hitler. Lorsque la République démocratique allemande fut établie, Müller revint et devint l'un des fondateurs de l'armée nationale populaire, National Volksarmee NVA. En 1950, il fut nommé chef d'état-major des forces armées de la RDA. Il mourut en 1961 à Berlin-Est. Le cas d'Arno von Lenski fut similaire à celui de Müller. Capturé à Stalingrad en 1943 alors qu'il commandait la 24e division blindée, Lenski rejoignit lui aussi le Comité national pour une Allemagne libre depuis les camps soviétiques. Il revint en soviétiste de l'Allemagne après 1945 et occupa des postes au sein de l'administration du nouvel État communiste allemand. Il mourut en 1986 à Berlin-Est. La présence de ces généraux dans l'armée de la RDA illustre une dimension peu connue de l'histoire militaire allemande d'après-guerre. L'appareil militaire de l'État communiste allemand s'est également construit, au cours de ses premières décennies, sur l'expérience et l'expertise d'anciens officiers de la Wehrmacht, bien qu'orientés dans une direction idéologique complètement différente. Alors que les tribunaux alliés délibéraient à Nuremberg, des centaines d'officiers allemands étaient déjà en mouvement. Ils traversaient les Alpes dans l'obscurité, dormaient dans des granges du nord de l'Autriche, se mêlaient aux colonnes de civils déplacés. Leur destination n'était pas la prison, c'était un autre continent, un autre nom, une autre vie construite sur l'oubli délibéré de la précédente. Friedrich Rüegg était le vice-amiral qui a servi de représentant naval au quartier général de Rommel en France en 1944. Il connaissait bien les limites des défenses allemandes sur la côte atlantique et ses mémoires ultérieures sur ses conversations avec Rommel sont devenues une source primaire importante. Après la guerre, Rüegg ne fut pas jugé. Il devint historien naval et publia des études sur la guerre en mer qui furent largement utilisées par les académies navales occidentales. Lorsque l'Allemagne de l'Ouest créa la Bundesmarine, la nouvelle marine allemande, en 1956, Rüegg fut nommé premier inspecteur général. Il mourut le 3 juillet 1985 à Tübingen, à l'âge de 91 ans. Hans-Ulrich Rudel fut le pilote le plus décoré de la Luftwaffe allemande. Lors de ses missions à bord de Stuka, il abattit plus de 500 chars soviétiques et 800 véhicules et participa au naufrage du cuirassé soviétique Mara en septembre 1941 à l'aide d'une bombe de 1000 kg. Il fut le seul soldat allemand à recevoir la croix de fer de chevalier avec feuilles de chêne, épée et diamant. Rudel n'était pas techniquement un général, il était colonel au moment de la capitulation.
mais il incarne parfaitement l'exil nazi en Amérique du Sud. Après la guerre, il s'installa d'abord en Argentine, où il entretenait des liens avérés avec des cercles d'anciens nazis à Buenos Aires, puis s'expatria au Paraguay, où le régime d'Alfredo Stroessner lui accorda la nationalité et où il servit d'intermédiaire pour l'immigration d'autres anciens combattants allemands. Il est retourné en Allemagne de l'Ouest en 1953, où il a publié ses mémoires et est devenu une figure culte parmi les milieux d'extrême droite. Il est décédé le 18 décembre 1982 à Rosenheim, en Bavière. Les Rahlein, les routes des rats, étaient des réseaux d'évasion initialement mis en place pour d'anciens membres de la SS, mais également utilisés par des officiers de la Wehrmacht. Leur fonctionnement reposait sur des contacts locaux, des documents falsifiés et un soutien logistique fourni par des institutions ecclésiastiques et des organisations humanitaires en Italie et en Autriche. Le prêtre autrichien Alois Udall, recteur du collège teutonique de Santa Maria dell'Anima à Rome, fut l'une des figures clés. Udall fournissait des lettres de recommandation et des certificats d'identité qui permettaient aux fugitifs d'obtenir des documents de la Croix-Rouge internationale. Les principaux itinéraires traversaient les Alpes vers Bolzano, Trente et Rome, où les fugitifs recevaient des documents de voyage dans les ports de Gênes et de Trieste. Les bateaux partaient vers l'Espagne, la Syrie, l'Égypte et l'Amérique latine. Les archives du CNC américain, le service de contre-espionnage de l'armée, confirment la participation de plusieurs anciens officiers de la Wehrmacht à ces mêmes réseaux, aux côtés d'éléments des SS. Sous le gouvernement de Juan Domingo Perón, l'Argentine a mis en œuvre une vaste politique d'immigration en faveur des déplacés européens entre 1946 et 1950. Plus de 30 000 Allemands, Autrichiens et Croates sont arrivés dans ces ports. Les archives du ministère argentin des Affaires étrangères montrent des demandes de résidence traitées à l'aide de certificats délivrés par la Croix-Rouge à Rome. La Syrie et l'Égypte ont également accueilli d'anciens militaires allemands en tant que conseillers techniques. Entre 1949 et 1953, d'anciens membres de la Wehrmacht ont participé à la réorganisation de l'armée égyptienne et à la formation d'unités blindées. Plusieurs d'entre eux ont acquis la nationalité locale et sont restés dans ces pays jusqu'à leur mort. Le procès de Nuremberg de 1945 à 1946 ne fut que le premier d'une série. Entre 1947 et 1949, les tribunaux militaires américains menèrent 12 procès supplémentaires à Nuremberg en vertu de la loi numéro 10 du Conseil de contrôle allié. Le plus important pour la structure de commandement de la Wehrmacht fut le procès du Haut Commandement, officiellement intitulé « Les États-Unis d'Amérique contre Wilhelm von Leeb et Ali », qui s'ouvrit le 30 décembre 1947. Wilhelm von Leeb était commandant du groupe d'armée Nord pendant l'opération Barbarossa de 1941 avec pour mission d'avancer à travers les États baltes vers Leningrad. Ces troupes atteignirent les faubourgs de Leningrad en septembre 1941, marquant le début du plus long siège de la guerre. 872 jours au cours desquels plus d'1 million de civils périrent de faim, de froid et sous les bombardements. Lors du procès du Haut Commandement, von Leeb fut accusé d'avoir appliqué l'ordre du commissaire, d'avoir exercé des représailles contre des civils et d'être responsable du comportement des troupes sous son commandement dans les territoires baltes. Il fut reconnu coupable en 1948 et condamné à 3 ans de prison, peine considérée comme ayant déjà été purgée compte tenu du temps qu'il avait passé en détention. Il fut libéré immédiatement. Il mourut le 29 avril 1956 à Hohenschwangau, en Bavière. Hermann Ott fut l'un des maîtres de la guerre des chars de l'armée allemande. À la tête du 3e groupe Panzer lors de l'opération Barbarossa en 1941, ces colonnes avancèrent de la frontière soviétique jusqu'aux portes de Moscou à l'automne de cette année-là. Il commanda ensuite la 4e armée blindée lors de la bataille de Koursk en juillet 1943, le plus grand affrontement de chars de l'histoire. Lors du procès du Haut Commandement, Ott a été reconnu coupable d'avoir donné des ordres ayant entraîné l'exécution de civils et de prisonniers de guerre sur le front de l'Est. Il a été condamné à 15 ans de prison en 1948. Il a été libéré en 1954. Il est décédé le 25 janvier 1971 à Goslar, en Basse-Saxe.
Pour ceux qui furent capturés sur le front de l'Est, la guerre ne prit pas fin le 8 mai 1945. Elle s'est terminée des années plus tard, dans des camps de travail en Sibérie, dans des hôpitaux militaires en Ukraine, dans des cellules d'interrogatoire à Moscou, où le froid pénétrait jusqu'aux os et où les questions ne cessaient jamais. Ces généraux n'ont pas eu affaire à des juges en perruque ni à des procureurs en mallette. Ils ont eu affaire au système soviétique qui avait ses propres moyens de faire rendre des comptes. Le 31 janvier 1943, Friedrich Paulus se rendit au général soviétique Mikhail Tchoumilov dans un sous-sol du grand magasin Univermag de Stalingrad. Il était le commandant de la 6e armée allemande, prise au piège depuis le 23 novembre par l'opération soviétique Uranus, dans un encerclement dont Hitler lui avait interdit de s'échapper, lui promettant un ravitaillement aérien qui ne vint jamais. Les 330 000 hommes enfermés dans la poche mouraient par milliers chaque semaine, par des températures de moins 40 degrés, dans des hôpitaux de campagne installés dans les sous-sols d'usines détruites. La veille, Hitler l'avait promu maréchal, un message implicite que Paulus ignora. Aucun maréchal allemand n'avait jamais été capturé vivant. En Union soviétique, il fut logé dans un confort relatif dans la ville de Souzdal. En août 1944, il rompit avec le Reich, rejoignant le Comité national pour une Allemagne libre et faisant des déclarations à la radio appelant à la capitulation allemande. Il témoigna à Nuremberg à charge contre ses anciens camarades. Après la guerre, il s'installa à Dresde, en RDA, où, en 1953, il défendit publiquement le système socialiste. Il mourut le 1er février 1957, exactement 14 ans après la capitulation à Stalingrad. Il avait 66 ans. Hitler le condamna à mort par contumace le 9 avril 1945, le jour même où Lach signa la capitulation de Königsberg. La forteresse avait résisté pendant des semaines au siège du 3e front biélorusse. La ville était en feu, les munitions étaient épuisées et les civils mouraient dans les caves, tandis que les soviétiques avançaient rue par rue. Lach négocia la reddition pour éviter l'anéantissement total des 35 000 hommes qui survivaient encore à l'intérieur du cercle d'encerclement. Un tribunal militaire soviétique le condamna à 25 ans de prison. Il fut rapatrié en Allemagne de l'Ouest en 1955, où il publia ses mémoires sur la bataille et mourut le 29 avril 1971 à Fribourg-en-Brisgau, à l'âge de 77 ans. Commandant du groupe d'armée Sud pendant les derniers mois de combat en Hongrie et en Autriche, Wöhler fut capturé par les forces soviétiques en mai 1945 et transféré à Moscou pour y être interrogé. Un tribunal militaire soviétique le condamna en 1946. Il resta détenu dans des installations du NK-Sendé pendant près d'une décennie. Il fut rapatrié en Allemagne de l'Ouest en 1955, dans le cadre du même accord qui permit le retour des autres prisonniers de guerre allemands. Il revint en tant que vieillard affaibli. Il mourut le 7 janvier 1987 à Hagen, à l'âge de 90 ans, ayant survécu à presque tous ses contemporains. Helmut von Panwitz était le commandant du corps de cavalerie cosaque de la SS, une unité composée de cosaques soviétiques qui avaient choisi de combattre aux côtés de l'Allemagne. En mai 1945, von Panwitz et ses troupes se rendirent aux forces britanniques en Autriche. S'ensuivit ce qu'on appela l'opération Kill Hall. Les alliés occidentaux livrèrent les cosaques et leurs officiers allemands aux autorités soviétiques conformément aux accords de Yalta. Von Panwitz fut transféré à Moscou. Le 16 janvier 1947, il fut pendu à la prison de Lefortovo aux côtés de 5 chefs cosaques accusés de trahison et de crimes de guerre. Il avait 43 ans. En 1996, il fut réhabilité par le parquet général de Russie, une décision qui suscita des protestations internationales. Karl Strecker commandait le 11e corps d'armée, dernier bastion de résistance allemande organisé à Stalingrad. Alors que Paulus se rendait le 31 janvier 1943 dans le secteur sud, Strecker a tenu ses positions au nord de la ville pendant 2 jours supplémentaires. Le 2 février 1943, à 8h40 du matin, Strecker a envoyé son dernier télégramme à l'OKW. Le 11e corps d'armée, avec ses 6 divisions, a accompli son devoir jusqu'au dernier homme. Vive l'Allemagne! Il se rendit ensuite. Il fut conduit dans des camps soviétiques où il resta une décennie.
Il revint en Allemagne de l'Ouest en 1955 et mourut en 1973 à Minden à l'âge de 85 ans. Walter von Seydlitz-Kurzbach fut capturé à Stalingrad en janvier 1943 alors qu'il commandait le Lit corps d'armée. En Union soviétique, il prit une décision qui fit de lui l'officier le plus actif du Comité national pour une Allemagne libre. Non seulement il signa des manifestes appelant à la capitulation allemande, mais il proposa activement d'organiser des unités militaires composées de prisonniers allemands pour combattre Hitler. Les soviétiques ne mirent jamais cette proposition en œuvre à grande échelle, mais la figure de Seydlitz fut largement utilisée dans la guerre psychologique contre les troupes allemandes au front. Un tribunal militaire allemand le condamna à mort par contumace en 1944 pour trahison. La condamnation ne fut jamais exécutée. Il fut libéré par les soviétiques en 1955 et retourna à Brême, où le gouvernement ouest-allemand refusa dans un premier temps de lui reconnaître le moindre droit. Il mourut le 28 avril 1976 à Brême à l'âge de 83 ans. Hans von Salmuth fut commandant de la 17e armée sur le front de l'Est et de l'armée 15 sur la côte française lors de la préparation des défenses contre le débarquement allié de 1944. Il fut jugé lors du procès du haut commandement et condamné en 1948 à 20 ans de prison pour avoir exécuté des ordres criminels sur le front de l'Est, notamment l'exécution de civils et la complicité dans les opérations des Einsatzgruppen sur les territoires placés sous son commandement. Il fut libéré en 1953. Son cas passa presque totalement inaperçu auprès de l'opinion publique allemande de l'époque. Il mourut le 1er janvier 1962 à Wiesbaden à l'âge de 73 ans. Tous ceux qui méritaient d'être jugés ne l'ont pas été. La vieillesse, les problèmes de santé, l'utilité stratégique ou simplement le chaos administratif de l'après-guerre ont protégé plusieurs généraux des conséquences formelles de leurs actes. Ils ont vécu dans la Nouvelle-Allemagne ou en exil, écrivant leurs mémoires, donnant des conférences, touchant des pensions. L'histoire les a jugés, les tribunaux non. Gotthard Heinrici fut le commandant chargé de la mission la plus impossible du dernier chapitre de la guerre sur le front de l'Est. Défendre Berlin contre l'offensive soviétique d'avril 1945. À la tête du groupe d'armée Vistule, Heinrici tenta de mettre en place des défenses en profondeur sur les hauteurs de Silo, à l'est de l'Oder, en recourant à des techniques de défense élastique qui exigeaient de retirer les troupes avant le bombardement précédant l'offensive pour les replacer immédiatement après. L'effort fut remarquable et retarda l'avance de Zhukov dans les premières heures, mais les chiffres étaient accablants. L'armée rouge avait concentré pour cette offensive plus de 2,5 millions d'hommes, 6 250 chars, 7 500 avions et 40 et 1 600 pièces d'artillerie. La plus grande concentration de forces offensives de l'histoire de la guerre. Heinrici fut démis de ses fonctions par Hitler le 28 avril 1945 pour avoir ordonné des retraites non autorisées. Capturé par les forces britanniques, il fut arrêté mais ne fut pas formellement jugé. Il mourut le 13 décembre 1971 à Heilbronn, à l'âge de 83 ans. Kurt Studon fut le créateur et le commandant des troupes de parachutistes allemandes, Fallschirmjäger, l'une des innovations tactiques les plus surprenantes de la Seconde Guerre mondiale. Ces forces s'emparèrent du pont d'Eben-Emael en Belgique en mai 1940 lors d'un assaut mené à l'aide de planeurs. Et en mai 1941, elles menèrent à bien la conquête de l'île de Crète depuis les airs, la première invasion aérienne d'une île de l'histoire, à un coût si élevé qu'Hitler n'autorisa plus jamais une opération similaire. Studon fut arrêté et brièvement jugé pour des crimes commis en Grèce et en Crète, mais le procès ne déboucha pas sur une condamnation. Il fut libéré et vécut jusqu'au 1er juillet 1978, date à laquelle il mourut à Lemgo, en Rhénanie du Nord-Westphalie, à l'âge de 88 ans. Ces parachutistes furent réintégrés dans la Bundeswehr dans les années 1950, bien que celle-ci n'ait jamais cité Studon directement comme son fondateur. Maximilian von Weichs a supervisé la guerre antipartisane en Yougoslavie de 1943 à 1945, un conflit où les représailles contre les civils faisaient partie de la doctrine officielle, 100 civils exécutés pour chaque soldat allemand tué. Les estimations historiques évaluent à plus d'1 million le nombre de Yougoslaves tués pendant l'occupation.
Von Weichs fut inculpé lors du procès du Haut Commandement en 1947, mais les médecins du tribunal estimèrent que son état cardiaque était incompatible avec le procès. Les poursuites ont été suspendues pour une durée indéterminée. Il a été libéré en 1948 et est décédé le 27 septembre 1954 à Borberg, en Rhénanie du Nord-Westphalie, à l'âge de 71 ans, sans avoir comparu devant aucun tribunal. Nikolaus von Falkenhorst a dirigé l'occupation de la Norvège depuis l'invasion du 9 avril 1940 jusqu'en décembre 1944. Les 773 juifs norvégiens qui n'ont pas réussi à fuir vers la Suède ont été arrêtés et déportés vers les camps d'extermination de l'Est sous le régime d'occupation qu'il présidait. Seuls 34 d'entre eux sont revenus. Un tribunal militaire britannique le condamna à mort en 1946, peine commuée en 20 ans d'emprisonnement. En 1953, il fut libéré pour raison de santé. Il mourut le 18 juin 1968 à Aschau im Chiemgau, en Bavière, à l'âge de 82 ans. Johannes Blaskowitz fut le seul général de haut rang à avoir formellement présenté une protestation écrite à l'OKW contre les atrocités commises par les SS en Pologne en 1939 et 1940, documentant en détail les exécutions, les viols et les pillages. Hitler le destitua en 1940. Il fut le seul accusé des procès secondaires de Nuremberg à mourir pendant la procédure. Le 5 février 1948, il fit une chute depuis une galerie intérieure vers la cour de la prison du palais de justice de Nuremberg. Les circonstances, suicide, accident ou intervention de tiers, ne furent jamais établies avec certitude. Il avait 64 ans. L'homme qui avait osé dénoncer les crimes de ses propres camarades mourut avant que l'histoire n'ait pu prononcer son verdict final. En août 1944, Dietrich von Choltitz reçut l'ordre de détruire Paris avant sa chute, faire sauter les ponts, détruire Notre-Dame, incendier les musées. Hitler demanda à plusieurs reprises au téléphone « Paris brûle-t-elle » Elle ne brûla pas. Von Choltitz refusa d'exécuter ses ordres et signa la capitulation de la garnison le 25 août 1944 devant le général Philippe Leclerc. Capturé et emmené dans un camp de prisonniers aux États-Unis, il retourna en Allemagne de l'Ouest en 1947. Il ne fut pas jugé pour ses actes antérieurs sur le front de l'Est et en Méditerranée qui méritaient un examen minutieux qui ne vint jamais. Il mourut le 5 novembre 1966 à Baden-Baden, à l'âge de 71 ans. La ville qu'il avait sauvée lui accorda la citoyenneté d'honneur à titre posthume. Erich Höppner fut démis de ses fonctions de manière déshonorante par Hitler en janvier 1942 pour avoir ordonné une retraite tactique qui sauva des milliers de vies sur le front de Moscou. Privé de grade, d'uniforme et de pension, il rejoignit la conspiration du 20 juillet 1944. Lorsque l'attentat échoua, il fut arrêté la nuit même et jugé devant le tribunal du peuple où il fut humilié publiquement, contraint de comparaître sans ceinture afin que son pantalon tombe devant les caméras, et pendu le 8 août 1944 à Plötzensee, à Berlin. Les Alliés n'ont jamais pu le juger car le régime nazi lui-même l'avait exécuté 9 mois avant la fin de la guerre. Son cas illustre le fait que certains de ceux qui ont tenté de mettre fin au régime de l'intérieur ont payé un prix que les tribunaux de Nuremberg n'ont jamais eu à leur imposer. Hans-Jürgen von Arnim était le commandant du groupe d'armée Afrika qui, le 12 mai 1943, se rendit en Tunisie aux forces britanniques, mettant fin à la campagne d'Afrique du Nord. Plus de 230 000 soldats de l'Axe capitulèrent ce jour-là. Arnim fut emmené en Grande-Bretagne en tant que prisonnier de haut rang, interné dans des camps pour officiers supérieurs pendant le reste de la guerre. Il fut libéré en 1947 sans avoir été formellement jugé. Il n'y a aucune trace qu'il ait été convoqué comme témoin ou accusé dans aucun des procès ultérieurs. Il mourut le 1er septembre 1962 à Bad Wildungen, en Hesse, à l'âge de 72 ans. Georg von Küchler commanda la 18e armée lors de l'invasion des Pays-Bas en mai 1940 et fut responsable du bombardement de Rotterdam le 14 de ce mois-là, qui détruisit le centre historique de la ville et tua plus de 800 civils alors que les négociations de capitulation étaient déjà en cours.
Il prit ensuite le commandement du groupe d'armées Nord sur le front soviétique, supervisant le maintien du siège de Leningrad de 1942 à 1944. Jugé lors du procès du haut commandement en 1948, il fut condamné à 20 ans de prison. Libéré en 1953, il est décédé le 25 mai 1968 à Garmisch-Partenkirchen, en Bavière, à l'âge de 86 ans. Hans Reinhard, à ne pas confondre avec Georg Hans Reinhardt, a commandé le 31e corps blindé pendant la campagne de France de 1940, l'un des 2 corps blindés qui ont traversé la Meuse à Sedan et à Montherm en mai de cette année-là, exécutant le mouvement en forme de faucille qui a pris au piège le groupe d'armées alliées du Nord. Il combattit ensuite sur le front de l'Est à la tête de forces blindées lors des campagnes de 1941 et 1942. Il fut jugé lors du procès du haut commandement à Nuremberg et condamné à 15 ans de prison en 1948. Il fut libéré avant terme en 1952. Il est décédé le 24 mai 1963 à Straubing, en Bavière, à l'âge de 73 ans. Hugo Sperl a commandé la Légion Condor en Espagne entre 1936 et 1937, l'unité de la Luftwaffe qui a participé au bombardement de Guernica le 26 avril 1937, le premier raid aérien massif contre une population civile de l'histoire moderne européenne, qui a coûté la vie à des centaines de civils basques un jour de marché et que Pablo Picasso allait immortaliser dans son tableau le plus célèbre. Après l'Espagne, Sperl gravit les échelons jusqu'à prendre le commandement de la 3e flotte aérienne pendant la bataille d'Angleterre en 1940 et les bombardements des villes britanniques. Jugé lors du procès du haut commandement en 1947, il fut acquitté, l'un des 4 accusés de ce procès à ne pas avoir été condamné. Il mourut le 2 avril 1953 à Munich, à l'âge de 67 ans, en toute liberté. Son acquittement fut largement critiqué par les historiens ultérieurs. Le silence qui s'est abattu sur les généraux survivants du Troisième Reich après les années 1950 n'était pas le résultat d'un plan délibéré. Il était la conséquence d'une convergence de facteurs politiques, sociaux et culturels qui ont découragé l'examen public de leur parcours. Le gouvernement de Konrad Adenauer avait promu un récit du soldat professionnel, dissocié de l'appareil politique national-socialiste. Cette idée, selon laquelle il existait une Wehrmacht propre qui ne faisait que combattre tandis que les SS commettaient les crimes, était un mythe utile à la reconstruction politique de l'Allemagne de l'Ouest, mais historiquement indéfendable. Le rapport Immeröder de 1950, rédigé au monastère de Immerod près de Kielburg par un groupe d'anciens généraux convoqués par Adenauer, a défini les conditions de la création de la Bundeswehr. Parmi ces revendications figurait la reconnaissance du fait que les soldats allemands avaient servi honorablement. Ce document a directement influencé la décision des Alliés de réexaminer les verdicts des procès de guerre. Entre 1949 et 1952, la commission consultative de Clémence réexamina plus de 1200 cas. Des maréchaux et des généraux tels que Kesselring, Manstein et von Lieb furent libérés des années plus tôt que prévu. Dans la pratique, la Nouvelle République reconstitua son corps d'officiers en s'appuyant sur l'expérience de la Wehrmacht, bien que sous contrôle parlementaire. La création du Centre de justice d'État, Zentralstelle, à Ludwigsburg en 1958 visait à relancer les enquêtes sur les crimes nazis. Mais ces premières enquêtes se sont concentrées sur les camps d'extermination et le personnel SS et non sur les commandants de la Wehrmacht. À la fin des années 1950, la plupart des généraux jugés ou incarcérés avaient été libérés. La réintégration sociale était un fait accompli. Les archives du ministère fédéral de la Défense montrent qu'entre 1955 et 1960, plus de 2000 demandes de reconnaissance de grades et de pensions de service d'officiers de l'ancienne armée ont été traitées. La plupart ont été acceptées. Dans la pratique, la Nouvelle République a reconstruit son corps d'officiers en s'appuyant sur l'expérience de la Wehrmacht, bien que sous contrôle parlementaire et dans le respect des principes constitutionnels d'une démocratie.